L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien Amin Khan, directeur de collection, éditeur, écrivain, poète. Amin Khan, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver à nouveau dans Radio M pour ce quatrième opus, de la série Nous Autres, un opus qui est dédié au travail. Ça s'appelle Travailler et ça traite de la relation des Algériens au travail. Qu'est-ce qu'on apprend quand on lit ce quatrième opus de Nous Autres sur la relation des Algériens au travail? Je peux rappeler rapidement à nos amis auditeurs annoncer d'ailleurs que dans ce numéro il y a une dizaine de participants, donc Redouane Assari, Saïd Jafar, Tinhin Al-Qadi, Amin Khan, Ahmed Maïdi, Nassima Metahri, la regrettée Fatima Zohra Oufriha, on en parlera tout à l'heure, Abdelghani Rahmani, Najib Sidi Moussa, Fouad Soufi et Arzqi Tahar. Donc, travailler, c'était prévu d'en arriver à cette question. Une question relativement clivante quand il s'agit de la société algérienne et de sa relation au travail. Oui, surtout dans la conjoncture actuelle, où il apparaît, je pense, de plus en plus aux yeux des uns et des autres que il va falloir faire face à cette question du travail, du statut du travail dans la société algérienne. Parce que fondamentalement, nous sommes une société qui est prisonnière de la rente, aussi bien en termes sur le plan économique que sur le plan de la culture, parce que la rente et un système rentier produit des comportements qui sont des comportements à mes yeux évidemment négatifs, mais qui ne peuvent être combattus que par le changement du statut du travail dans le pays. Cela passe par à mon avis, une révolution politique, une révolution dans les mentalités et une nouvelle réflexion sur l'économie. On connaît tous le discours répété sans cesse de dépasser la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, etc. Mais pratiquement, on n'a pas encore assisté, sauf dans une très courte période pendant les années 70, fin des années 60, début des années 70, où il y a eu une utilisation de la rente pour la mise en place des premières bases d'un développement industriel qui malheureusement a été avorté très tôt. Dans cette période-là, la relation au travail des Algériens était-elle vraiment différente de celle qu'on a aujourd'hui? Oui, parce que je crois que la relation au travail est déterminée par l'organisation sociale et l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que, comme le montre très bien Tinhin Al-Qadi dans son article, où elle fait une comparaison de la conception du travail chez les Chinois et chez nous, mais en se référant à d'autres exemples historiques, l'Allemagne, la Corée, etc., etc., elle montre bien que si la relation au travail peut être interprétée sur le plan culturel, etc. Le fait est que dans le cadre des mêmes paramètres culturels ou religieux, etc., c'est en fait l'organisation de la société, l'organisation politique, l'organisation de l'entreprise qui détermine les positions sociales et donc le rapport à la production et le rapport au travail. Alors on l'aura compris tout de suite, ce travail sur le travail ne se situe pas dans la tendance la plus récente, relativement subversive,
par rapport à cette idée selon laquelle le travail est essentiel à l'épanouissement de l'individu. Et ce n'était pas dans le courant de pensée, on va dire, alternatif, de la décroissance, de l'aménagement du temps de loisir, etc. On est un peu quand même dans un paradigme productiviste. Pas seulement. C'est-à-dire que notre problème en tant qu'Algérien est un problème qui est beaucoup plus complexe que cela, parce que se pose en même temps, du fait que nous appartenons à cette époque, se pose en même temps la question de la citoyenneté, de l'épanouissement de l'individu dans le cas de la société, de l'évolution culturelle, etc., en même temps que la question de la subsistance et donc de la production, de la capacité des Algériens, puisqu'on parle d'eux, à produire différentes choses qui sont nécessaires à leur subsistance et à leur existence en tant que pays, en tant que société. Il y a, je ne sais plus quel est l'auteur qui en parle, le lien qui se fait entre donc cette dimension subsistance et la dimension citoyenne, c'est produire, payer des impôts et pouvoir demander des comptes et donc devenir citoyen. C'est un peu ça. Ça c'est la grande équation démocratique, disons, qui considère que c'est seulement en produisant et en payant des impôts que l'on est en mesure d'exiger l'exercice de certains droits. Le problème, c'est que la rente brouille tout cela. Elle annule tout cela, et sous des discours différents, qui peuvent être des discours populistes, ou des discours socialisants même, ou des discours d'un autre ordre, la rente brouille, empêche non seulement évidemment les gens de produire et d'évoluer, mais elle les empêche même de réfléchir. Parce que les catégories sont confuses, on mêle dans une même catégorie des concepts qui sont contradictoires, etc., etc. Mais est-ce que c'est si vrai que ça aujourd'hui, quand on sait que, par exemple, on est dans une phase de contre-choc pétrolier depuis 2014, on a fait le 5e budget déficitaire cette année. Quand on compare à la crise de 85, 88, 90, on a quand même une bonne résilience face à la crise. Peut-être parce qu'on a épargné en devises, notamment les réserves de change, mais aussi en dinars. Mais on se rend compte qu'il y a quand même, à la différence des années 80, un secteur privé qui est devenu important, qui crée plus de valeur ajoutée que le secteur public. Et les règles vis-à-vis du travail dans le secteur privé en Algérie, elles ressemblent un petit peu à ce qui se passe dans la mondialisation. Peut-être avec quelques biais, mais et donc on peut pas dire que les Algériens sont tous biberonnés avec ce prisme de la rente qui ferait qu'ils auraient un rapport dilettant au travail. Non, c'est pas ce que je dis, Hassan. Ce que je dis, c'est que l'économie rentière, le système politique rentier qui est à la base de cette économie rentière biaise ces catégories dont on parle, parce que effectivement, même si le secteur privé a acquis une place plus importante récemment, à la base, le secteur privé reste soumis aux contraintes que lui impose un système politique rentier, où l'accès au crédit n'est pas libre, où l'accès au marché n'est pas libre, etc., etc. Donc, si vous voulez, on peut pas prendre les catégories isolément du système global, qui est un système qui fausse les comportements. Et une dimension de cette logique qui prévaut, ça s'appelle la corruption. C'est-à-dire que la prévalence de la rente et des comportements rentiers, si vous voulez, abstrait les rapports sociaux de rapports fondés objectivement sur la production, la valeur de ce que chacun apporte, etc. Et on a recours au passage par le privilège, par la proximité au centre de décision, etc., etc. Et ça, c'est un système de corruption. Et qui, malheureusement, dans le cadre de notre pays,
a imprégné absolument tous les domaines et tous les étages. C'est-à-dire que ça rend les choses extrêmement compliquées, parce que dans un tel contexte, il y a une espèce de si vous voulez, ça distille une espèce de sens de la fatalité, parce que les chocs sont atténués. Voilà. Et quand on en arrive à imprimer l'équivalent de 50 milliards de dollars en dinars sans contrepartie, en fait, on est bien dans cette perpétuation de la fiction d'une économie qui n'en est pas une. Le problème, c'est que tout cela ne peut pas être durable, en fait. Voilà, c'est une relation qui produit pas les éléments du succès dans la durée. Absolument. C'est pour ça que sinon on pourrait s'en contenter. Hein. Enfin, si on était sûr que pendant un siècle on pouvait être à $10,000 par tête d'habitant sans travailler beaucoup, pourquoi pas? Sauf que même dans cette hypothèse, et même si le pétrole était à $1,000, il faut bien se rendre compte que ça crée une société qui est une société complètement inerte. Et qui va renoncer peut-être à sa relation de redevabilité vis-à-vis du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'elle est dans une relation corrompue, viciée. Qui aura renoncé à sa relation au pouvoir, qui aura renoncé à sa place dans le monde, qui aura renoncé à la valorisation de son histoire et de son être. Voilà, quand on ne travaille pas, quand on n'avance pas, quand on transforme pas par sa volonté, par son esprit, par son ambition, quand on transforme pas la réalité dans le sens de l'amélioration, on est des espèces de, voilà, j'aime pas l'expression de consommateurs. Oui, enfin on est au mieux des consommateurs. Il y a un terme c'est celui de l'aliénation. Enfin voilà. Et on est aliéné. On est aliéné. On est aliéné. Alors, qu'est-ce qui aurait pu, Amin Khan, peut-être diminuer de cet effet nocif dont on vient de parler, de celui de la rente, qui crée une distorsion vis-à-vis dans la relation au travail. Le travail féminin, peut-être le travail féminin qui aurait pu se développer plus vite. Il y a donc cet article de Dr Fatima Zohra Ofreha, la regrettée, qui a disparu en octobre dernier, entre le moment où elle a donné son article et le moment de l'apparition de cet opus. Le travail féminin qui, finalement, quand on compare au Maroc et la Tunisie, c'est pas suffisamment développé en Algérie. Oui, il y a toutes ces catégories, mais avant de venir au travail féminin, ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, parce que vous m'avez interrogé sur les alternatives à l'utilisation de la rente, il est possible, bon, il y a d'autres pays qui sont dans des contextes très différents, je ne veux pas parler de la Norvège, etc., mais dans le cas de notre propre histoire, on a eu, comme je vous l'ai rappelé, pendant une très courte période, l'expérience d'orienter les ressources pétrolières, etc., vers des projets productif. Donc la volonté politique en dernière instance est déterminante. C'est-à-dire que c'est la volonté politique qui est capable d'orienter ou de transformer l'économie dans un sens ou dans l'autre. Sauf que quand même dans le cas auquel vous faites référence, Amin Khan, c'est celui de l'industrialisation des années 70, le modèle des années boumediennes. On avait quand même, on est d'accord pour le dire, une part d'emploi social importante qui faisait qu'on parlait de chômage déguisé, qui n'est peut-être pas aussi, on est dans un modèle plutôt celui des pays de l'Est, qui au bout d'un moment, face à la concurrence des produits à l'international, y compris à l'incitation à produire dans le pays, a débouché sur une impasse. Et donc la relation au travail n'est pas la plus performante aussi dans cette période. Oui, ce que vous dites est juste si on s'en tient à une tranche particulière de l'évolution. La volonté politique, pour être efficace,
doit s'exercer sur le temps long. C'est-à-dire que on ne met pas en place, on n'industrialise pas un pays en 10 ans ou en 20 ans. C'est-à-dire que c'est des entreprises de long terme. On l'a vu dans des pays asiatiques, etc. C'est un engagement politique sur le long terme qui fait que non seulement on met en place les structures économiques, les mécanismes économiques, mais aussi il y a, et c'est fondamental, c'est décisif, on met les politiques éducatives et de production scientifique qui permettent, disons, de donner vie et pérennité à ces structures économiques. Nous avons... L'expérience algérienne a été, dès le début, très contradictoire. Très contradictoire, pourquoi ? Parce que la révolution qui a, à mon sens, qui a créé l'État-nation algérien. Cette révolution, en 62, au moment où elle réussissait son objectif, c'est-à-dire l'indépendance nationale, en 62, vous avez l'instauration d'un régime qui, dans son essence, était tout à fait en contradiction avec la dynamique révolutionnaire. Et le fait qu'il y ait eu cette cohabitation entre la force propulsive de la révolution algérienne et en même temps la mise en place des structures et des comportements d'un régime autoritaire et qui a eu tendance de plus en plus à utiliser la rente pour sa propre pérennité et qui a développé des politiques, y compris les politiques éducatives, dans un sens qui n'était pas un sens déterminé, si vous voulez, par une vision de transformation de la société algérienne, mais qui était, ma foi, un compromis entre un retour plus ou moins mythique à une identité qui est à créer, parce que l'identité c'est un combat quotidien, on n'a pas été algérien de tout temps, on ne le sera pas de tout temps, de la même façon, et de toute façon, les nations naissent, vivent et meurent. Et les États naissent, vivent et meurent. Et s'il n'y a pas cette volonté permanente, renouvelée, critique qui s'exerce, ma foi, ce sont des mécanismes qui sont plus déterminés par les rapports de force externes, par les forces d'inertie interne, qui font qu'on assiste à des dérives comme celles que nous sommes malheureusement en train de vivre. Oui, mais il manque un mot peut-être dans tout cela, c'est le mot capitalisme. En fait, le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui, sa performance, c'est le marché et la marchandisation d'ailleurs de la force de travail qui en a fait le contour et le concept. Aujourd'hui, travailler, c'est dans une relation au capital, et c'est même vendu comme étant la manière de se réaliser et de participer à la modernisation de sa société. Est-ce que finalement, tout simplement, l'Algérie n'a pas encore réussi à changer le rapport des Algériens au travail parce qu'elle n'a pas été suffisamment loin dans le capitalisme? Non, l'Algérie est encore loin de s'inscrire dans le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est le marché. Et le marché, sans être l'illusion du marché parfait, de l'offre et de la demande, etc., c'est quand même un espace soumis à certaines règles de réelle compétition, etc. Et c'est le marché, mais c'est aussi la production. Et c'est la capacité à produire aux normes internationales du moment. Et nous ne sommes pas inscrits du tout dans cela. Je reviens aux femmes. Oui. Le travail féminin qui aurait pu être un agent modernisateur. Le travail féminin, là aussi, couplé au progrès de la scolarisation chez les femmes à tous les étages, dans primaire, secondaire, supérieur, etc. C'est non seulement un progrès
c'est un progrès qui n'est pas simplement mécanique, parce que dans cette politique de scolarisation ou d'éducation qui n'a pas été pensée de façon véritablement révolutionnaire, mais il y avait quand même un aspect positif, c'est que cette politique a permis l'accès à des millions de garçons et de filles de toutes conditions à travers le pays, d'accéder donc à un minimum de maîtrise des instruments de la connaissance. Les filles et celles qui sont devenues les femmes ensuite entrant dans le marché du travail ont à travers le temps prouvé que non seulement elles étaient elles étaient capables évidemment de s'inscrire à tous les niveaux, dans toutes les techniques, etc., mais les résultats en fait scolaires, y compris à l'université, montrent que les femmes sont plus performantes que leurs collègues hommes. Et alors cette tendance et ce mouvement dans la société, avec l'implantation de plus en plus évidente des femmes à tous les niveaux et dans tous les domaines, crée non seulement si vous voulez le développement d'un atout qui est celui de la mise au travail de la moitié de la population, mais aussi crée une transformation sociale profonde dans les mentalités. Oui, mais justement, la lecture critique de Dr Oufrehas, c'est que ce processus-là n'est pas au niveau de la richesse du pays, du PIB. Le taux d'emploi des femmes est en dessous de 20% par rapport à la population de femmes en âge de travailler, alors qu'il est à 10-15 points devant en Maroc et en Tunisie. Et la question, ce serait de savoir si justement, si les femmes, puisqu'elles sont plus performantes, c'est avéré, c'est même pas discutable aujourd'hui, c'est mesurable, plus performantes à la fois dans l'espace de la connaissance, notamment pour les diplômes, mais aussi dans le travail de plus en plus et dans des secteurs de plus en plus larges. Peut-être que si elles étaient plus nombreuses, peut-être que l'économie serait plus efficiente. Et ça, là, on en revient précisément à la rente comme contrainte, y compris au développement social, parce que seulement si la production était nécessaire et si elle avait un statut déterminant dans l'économie, c'est à ce moment-là que les femmes pourraient gagner leur pleine place. Alors encore une fois, on a évoqué la rente. Amin Khan, la rente seule coupable, la culture n'est pas coupable un petit peu de la relation spéciale des Algériens avec le travail? Moi, je crois que là aussi, j'en reviens à l'article de Tinhin al-Qadi, que la culture exprime à différentes étapes de l'évolution de la société, elle exprime un certain état de fait, mais cet état de fait lui-même est déterminé en partie par la culture prévalente, mais surtout par les mécanismes mis en place par le pouvoir politique et qui donc aboutissent ou non à la transformation de la société. Enfin, on peut être précis. Oui. Exemple en Asie, dans le cas de la Chine, il y a un siècle, un peu plus, on disait que les Chinois n'étaient pas propres pour le travail, n'étaient pas préparés pour le travail industriel capitaliste à cause de la culture confucianiste. Confucienne, pardon. Et aujourd'hui, il y a des approches, des lectures culturalistes qui expliquent que les Chinois sont performants dans le travail à cause de la même culture. Absolument. Comme quoi on peut dire, demain, alors dans le cas de l'Algérie, aujourd'hui on peut peut-être dire que l'islam ou d'autres influences culturelles, enfin, plus païennes, liées à l'anthropologie maghrébine, enfin, nord-africaine, dans le cas de l'anthropologie, on parlera plutôt de nord-africaine, joue dans un sens, et puis ça peut jouer dans le sens inverse. En fait, ça dépend d'autres critères. En fait, c'est de ça qu'on s'en rend compte. Absolument. Parce que je crois que les mêmes, disons,
les mêmes référents culturels sont utilisés par les pouvoirs, pouvoirs étatiques, pouvoirs sociaux, etc., pour des objectifs qui sont et des résultats qui sont différents. Le cas de la Chine est extrêmement parlant. La civilisation musulmane est ce qu'elle a été il y a 5 siècles et plus. Aujourd'hui, elle est dans un autre état. On peut pas tout ramener à l'islam ou au caractère berbère ou etc. Dans la civilisation musulmane, on peut intégrer l'islam de l'Asie, Malaisie, on peut l'Indonésie, la Turquie, qui sont des modèles aussi devenus productivistes. Parce qu'inséré dans l'économie mondiale, encore une fois, ça nous ramène un peu au marché et elle a l'obligation, parce que je fais référence à l'article de Saïd Jafar, caché ou pas, d'être productif. Absolument, parce que on parle d'insertion dans l'économie mondiale. Nous sommes insérés à 100% dans l'économie mondiale. Le problème, c'est de savoir sous quelle forme et pour quel profit pour notre société. On peut être intégré de façon passive en tant que commerçant, au mieux, et on peut être au contraire des producteurs et des gens qui sont qu'il faut prendre en compte quand il s'agit de négocier les grandes choses et les virages technologiques, etc., etc. Amin Khan, on s'est vu au début de cette belle aventure intellectuelle qui est la série, donc la collection Nous Autres. J'ai oublié de dire que ça se passait chez Shihab Édition, complètement, Shihab Édition. Donc avec un premier opus qui s'appelle Nous Autres, un autre dédié à notre relation nous les Algériens au monde, un troisième opus Pensée. Aujourd'hui, on est avec Travailler. Est-ce que quelque chose a changé dans la trajectoire que vous vous êtes donnée en lançant cette initiative? Non, on est toujours sur les mêmes objectifs et le prochain volume, Inch'Allah, ça sera sur lutter et qui sera lui-même suivi d'un autre ouvrage sur aimer. Parce que nous avons considéré dès le départ que nous avions l'obligation personnelle et collective de penser, de travailler, de lutter et d'aimer. Donc on reste sur cette trajectoire, évidemment en espérant contribuer à une discussion, un débat, une prise de conscience plus que jamais nécessaire. Parce que quand on voit l'état de nos sociétés, je parle de la nôtre, mais aussi de celle de certains de nos voisins, qui succombent actuellement face à la réalité, quand on voit l'Irak, la Syrie, la Libye, etc., on se dit que on a besoin véritablement de se reprendre en main et aussi de retrouver une confiance en soi, une confiance en l'avenir. Et c'est pour ça que je dis que même si ça paraît extrêmement difficile, on ne peut pas accepter la fatalité de la rente. Les Algériens, comme les autres peuples, sont capables de se prendre en charge, de développer des stratégies, de développer des institutions véritables qui ne sont pas simplement des institutions fictives et de mettre en action des stratégies de développement économique, culturel, etc., pour transformer la société algérienne. On ne peut pas continuer comme ça. On va vers la mort, là. Et s'il n'y a pas... Sauf si on sort le prochain opus rapidement, mais le prochain opus, c'est lutter. Lutter, c'est lutter contre cette fatalité aussi. Il y a cette chronologie de penser, travailler, lutter, aimer, évidemment, c'est une chronologie simplement pour la parution des choses. Ce sont des 4 axes qui sont concomitants. Il faut être capable d'inventer des comportements qui nous permettent de penser, de travailler, de lutter et d'aimer et d'en faire une conception qui soit conception propre à nous et qui nous permettent de dépasser les considérations fatalistes auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui. Alors, on pourra toujours rétorquer à nous autres que tout cela se fait. Penser, travailler, lutter, aimer, peut-être dans un autre, pas le bon, peut-être pas concomitamment, peut-être pas par les mêmes acteurs, peut-être pas dans les mêmes secteurs de la société. La tentative peut-être de cette démarche-là, c'est d'essayer d'en faire un réseau collectif qui fasse que ça rentre en résonance avec d'autres choses
dans la société? Ah oui, nous sommes de plein pied dans la société. Aujourd'hui, il se passe des choses très contradictoires. Il y a des choses extrêmement positives, notamment dans une espèce d'autonomisation de secteurs de la société civile. Il y a aussi une réflexion en cours sur des questions politiques qui n'étaient pas abordées frontalement jusqu'à présent. Donc, on a une société qui est bouillonnante en fait, qui a un potentiel énorme, un potentiel inimaginable, mais qui n'a pas encore et qui n'aura pas, à moins de les forger elle-même, qui n'a pas les instruments d'expression de cette énergie et de cette vision des choses. Alors, on parle beaucoup du potentiel de l'énergie qui existe dans la société algérienne. Est-ce que ça se manifeste par le renouvellement des intervenants, des écrivains dans la collection Nous Autres? Oui, alors... Parce qu'il y a des noms qu'on ne connaît pas, et oui. Donc on a quand même ce sentiment qu'il y a du renouvellement, mais est-ce si vrai que cela? Nous autres est une structure ouverte, donc il y a des participants que je ne connais pas, mais qui ont exprimé leur volonté de participer. Il y a des gens que j'ai sollicités moi-même. Je veille à ce qu'il y ait la plus grande diversité possible. Je tiens beaucoup à ce que des femmes et des jeunes participent, parce que il est vrai que actuellement disons que les institutions ou ce qui en tient lieu, sont occupées par des gens d'une génération qui est assez ancienne, et là il est extrêmement important de donner, de permettre à des jeunes de la nouvelle génération. Et à cet effet, je trouve que la génération des trentenaires aujourd'hui est assez exceptionnelle, parce que je crois que ce sont, à cause du développement de l'Internet, de l'accès au monde, etc., c'est une génération qui a acquis une espèce de liberté de pensée et d'expression qui est tout à fait synchrone de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et qui, à mon avis, porteuse de grands espoirs. Mais il faut se garder de l'illusion que les choses se font facilement ou se font à court terme, etc. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous sommes inscrits dans le long terme, et nous espérons que, effectivement, de plus en plus de gens, notamment des jeunes générations, s'intéresseront à ce défi, de produire de nouveaux instruments de réflexion et d'action. On se retrouvera pour l'opus numéro 6, Aimer. On va zapper celui de l'UT. Ah, pourquoi? On va changer un petit peu, voilà, pour être dans les bons papiers. Ah ouais. Et on ira directement à Aimer la prochaine fois. Merci beaucoup, Amin. Merci beaucoup, Amin Khan, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.